Vous allez vous mettre... Non, 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 asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien, bonsoir, je suis très heureux de reprendre avec vous, pour certains des habitués, pour d'autres des nouveaux, cette nouvelle saison des lundis de l'IHEDN. Et fidèle à mes mauvaises habitudes, je démarrerai quand même par quelques mots sur l'Institut des hautes études de la défense nationale avant de présenter notre invité, Bernard-Henri Lévy, qui interviendra ce soir. Pour démarrer sur l'IHEDN, quelques éléments sur l'activité. Les missions de l'IHEDN, c'est former et informer sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense. La formation, c'est une soixantaine de sessions de 1 jour à 60 jours et 2300 auditeurs ou participants. Alors, ça a démarré dès le mois de septembre avec ce qu'on appelle les séminaires jeunes, début septembre, et j'irai la semaine prochaine suivre et clôturer le 92e séminaire jeune avec 80 jeunes qui, pendant une semaine, s'intéressent et travaillent sur les questions de défense. Nos navires amiraux, les 2 sessions nationales, armement, économie de défense et politique de défense, ont débuté, eux, mi-septembre avec leur séminaire de rentrée. Elles étaient le 23 septembre à une grande présentation de l'armée de terre à Sissonne. Et la semaine prochaine, auront également une présentation de l'armée de l'air au centre de la défense aérienne de Lyon et à la base aérienne d'Istres. Nous avons également une session régionale qui a démarré début septembre à Strasbourg et que je clôturerai en fin de semaine avec le préfet à Strasbourg. Donc la 201e session régionale. Et puis d'autres sessions comme actuellement le 50e cycle d'intelligence économique et stratégique ou les séminaires internationaux. Nous avions récemment un séminaire sur l'armement Asie et puis prochainement un séminaire sur les questions internationales Asie-Moyen-Orient. Nous avons eu aussi récemment l'honneur avec notre Institut frère, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, de recevoir le Premier ministre pour l'ouverture des sessions nationales le 2 octobre dernier. Donc formation et puis information. L'information, c'est poser des questions et vous apporter des éléments de réponse à travers les intervenants. Les intervenants qui sont ceux de la communauté IHEDN à travers des conférences qui sont données pratiquement toutes les semaines par les associations, la NAGE, les jeunes, l'association régionale, l'Union des associations ou en région. Et puis en ce qui concerne l'Institut, ce sont les débats de l'actualité, donc à peu près une fois par mois, dans l'après-midi, de 13h à 15h. Et j'en profite pour annoncer donc les prochains débats de l'actualité le 22 octobre dans cet amphithéâtre, sur la crise des réfugiés migrants, que peut faire l'Europe. Enfin, pour terminer, eh bien, ce sont, une fois par mois environ, les lundis de l'IHEDN. Nous nous étions quittés, pour ceux qui sont fidèles à ces lundis, le 4 mai dernier, avec le général d'armée aérienne Denis Mercier, qui nous a parlé des drones. Et nous nous retrouvons maintenant pour ce cycle 2015-2016, avec non seulement un amphifoche plein et 1 ou 2 amphis, je crois, qui sont en train de se remplir à l'école militaire, mais également une douzaine de villes où nos associations régionales, dans les lycées, les universités, les préfectures, les mairies, sont en contact direct et nous suivent en direct, et je les salue. Aix-en-Provence, Arras, Bordeaux, Castelnau-le-Lez, Clermont-Ferrand, Sciences Po Le Havre, Lyon, Marc-en-Barœul, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Étienne, Strasbourg et Valenciennes. Donc ils nous suivent et pourront poser d'ailleurs tout à l'heure un certain nombre de questions à notre invité. Alors pour ce cycle 2015-2016, nous avons prévu un certain nombre de thèmes et d'invités que nous retrouvons au cours de l'année sur l'Europe, sur la cohésion nationale et la citoyenneté, sur Dassault, mais nous démarrons ce soir avec M. Bernard-Henri Lévy. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, et en tout cas le déclencheur, c'est que j'ai accueilli une délégation le 1er avril dernier de Peshmerga kurdes, accompagnée par M. Bernard-Henri Lévy. Donc j'avais regardé un peu le CV. J'avais dans mes anciennes fonctions aussi en tête le rôle qu'il avait joué et que beaucoup d'entre vous ont aussi en mémoire à l'occasion de la guerre de Libye.
Et en réétudiant son parcours, j'ai redécouvert ou découvert un certain nombre d'activités que je voudrais rappeler très rapidement, et essentiellement, pour le thème de ce soir, sur ces activités à l'international, si je puis dire, un engagement humanitaire, en particulier en participant à la création de l'association Action internationale contre la faim en 1980, puis beaucoup d'engagements aux côtés des Afghans à l'époque des Soviétiques, aux côtés des Bosniaques, et c'était l'intervention, les conseils auprès du président Mitterrand, 92-93, documentaire sur Sarajevo, le film Bosna. C'est également un combat ou un appui des Israéliens en 2008-2009 pendant l'opération Plan Durci. C'est également les actions en soutien du Conseil national de transition libyen contre Kadhafi en 2011, et puis plus récemment encore aux côtés des Peshmerga kurdes contre Daesh et les entrevues avec le président Hollande. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un homme engagé qui ne laisse pas indifférent, ni dans un sens ni dans un autre. Et nous, à l'IHEDN, si nous délivrons de la formation, si nous donnons à nos auditeurs les positions officielles, il nous semble tout aussi important, à travers nos sessions, mais aussi des réunions comme celle de ce soir, de vous aider, de nous aider à nous poser des questions et de vous apporter des éléments de réponse. Et de ce point de vue-là, il m'a semblé intéressant que quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il n'est pas l'oreille de nos dirigeants récents ne puisse pas justement nous faire part de ses convictions et répondre aux questions que nous nous posons, que vous vous posez et que vous pourrez lui poser tout à l'heure. Alors pour ce faire, dans un premier temps, c'est d'abord Tornike Gordadze, qui est conseiller pédagogique à l'IHEDN et professeur associé à sciences politiques, qui va poser un certain nombre de questions à M. Bernard-Henri Lévy. Et puis, comme le veut l'habitude, au bout d'une quarantaine de minutes, on vous laissera la parole pour poser à votre tour un certain nombre de questions jusqu'à environ 20 heures. Voilà. Je nous souhaite un premier lundi de l'IHEDN 2015-2016 fructueux et intéressant, et je ne doute pas qu'il le sera. Merci. Merci, mon général. Je voudrais commencer avec les questions que je vais poser à Bernard-Henri Lévy, avec une question qui est en relation avec sa réflexion au sujet de la guerre. Nous sommes à l'école militaire, on essaye de réfléchir à ce sujet, on essaye de comprendre les transformations de la guerre. Et il y a quelques années, j'étais à Bruxelles, donc la capitale de l'Europe, et j'avais parlé d'une possibilité de la guerre sur le continent européen, dans un pays qui est situé à l'est de l'Europe. Et les fonctionnaires européens, les hauts fonctionnaires européens, tout le monde m'a répété en unisson, monsieur, il n'y aura plus de guerre sur le territoire de l'Europe. On m'a fait un cours sur une lecture carrément sur l'Europe et la pacification du continent européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et j'étais frappé par cette réaction, parce que je me disais, ils vivent dans un monde imaginaire, un monde kantien ou post-kantien, je sais que vous aimez beaucoup Kant, et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe. Ailleurs, on continue à considérer que la guerre, c'est la continuation de la politique. On voit ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, on voit ce qui se passe en Syrie, on voit les visées de la Chine dans la mer de Chine. Pourquoi en Europe, d'après vous, a-t-on tort en Europe de considérer que la guerre c'est fini? Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, à l'aune de tous ces exemples que je viens de citer, les paradigmes changent, mais on met quand même beaucoup de temps à réagir. Il y a plusieurs questions. Pourquoi est-ce que l'Europe croit cela? D'abord, c'est l'honneur de l'Europe et c'est sa grandeur que d'être capable de nourrir ce projet. Le fait de vivre dans une Europe qui, pour la première fois dans son histoire, peut en tout cas imaginer et peut-être se convaincre d'avoir dit adieu aux guerres, c'est un des rares progrès dans la civilisation dont nous puissions
nous flatter. Donc, moi, je ne crierai pas à l'irénisme naïf, je ne dirai pas que nous sommes dans une sorte de kantisme innocent, ni même dans une sorte de néo-hégélianisme de la fin de l'histoire, un dimanche de l'esprit, comme disait le commentateur de Hegel, Alexandre Kojève, qui n'aurait pas de rapport avec la réalité. Le fait même que nous le disions, le fait même que nous le concevions, est quelque chose de tout à fait appréciable et un grand privilège, je crois, pour nos générations. Imaginons dans cette enceinte, sinon dans cette salle, une réunion, un rassemblement semblable à celui-ci dans les années 30, dans les années au tout début du XXe siècle. L'idée même d'une Europe sans guerre était une idée ridicule. Donc, que cela soit concevable n'est pas mal. Maintenant, la deuxième remarque que je ferai, c'est que c'est faux, naturellement. Ce rêve d'une Europe sans guerre est un beau rêve, c'est une grande idée, c'est une idée régulatrice qui guide l'attitude de nos gouvernants et de nos militaires, et c'est bien, mais c'est inexact. Et j'en prendrai 3 exemples, enfin, si l'on donne en tout cas au mot leur sens, c'est-à-dire à l'Europe, sa véritable géographie. L'Europe en guerre, nous avons connu cela de 1992 à 1995 en Croatie, puis en Bosnie, sans même parler du Kosovo un peu plus tard. Mais enfin, c'était une guerre. Quelques définitions que l'on se donne de l'Europe, il y avait là, sur les marches du continent européen, une guerre terrible avec épuration ethnique. L'Ukraine, nous sommes également en Europe, et que ce soit la Crimée, que ce soit l'occupation du Donbass, des régions est de l'Ukraine par des troupes venues, tous les experts aujourd'hui en conviennent, de Russie, c'est une guerre. Et puis enfin, je lisais il y a quelques jours un article dans un journal américain qui a été, je crois, repris en France et qui comptabilisait le nombre d'incidents aériens créés par l'aviation de la Russie d'aujourd'hui, de M. Poutine, dans l'espace aérien des États baltes, de la Finlande et de la Pologne. Des violations de l'espace aérien. Des incidents diplomatiques qui auraient pu être majeurs, des intrusions militaires à l'intérieur des frontières de l'espace européen ou de l'espace OTAN. Et cet article, qui se trouvait dans le Washington Post, arrivait à un calcul assez faramineux de 166 incidents, 166 violations de cet espace aérien en l'espace, je crois, de 2 ans et demi. Donc, hélas pour les pères fondateurs de l'Europe, hélas pour tous ceux qui, comme nous tous ici, rêvons de cet esprit kantien et cosmopolitique, il n'est pas totalement réalisé. Et la guerre est là. Elle est là de manière spectrale. Elle est là de manière fantomatique. C'est une menace de guerre, heureusement. Mais enfin, le spectre n'en est pas tout à fait écarté. Voilà. Alors, à partir de là, il faut évidemment, sans compter, naturellement, la guerre change de forme, elle change de nature, sans compter cette guerre que portent à l'intérieur de nos frontières des puissances étrangères, ou une puissance étrangère que j'appellerais, pour aller très vite, l'international terroriste. Il s'agit bien d'une guerre qui est portée sur le territoire français, qui est portée sur le territoire belge, qui est portée à l'intérieur du territoire européen. Donc, rêve d'un monde, d'une Europe sans guerre, bien sûr, qui est au fondement même du projet européen, mais un rêve qui, pour l'instant, est encore loin de sa concrétisation.
Merci beaucoup. Vous avez dit que la guerre change de nature. Oui, aujourd'hui, la guerre qu'on voit aujourd'hui n'est pas la même que la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Ce n'est même plus les guerres de libération nationale qu'on a connues après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est plus les guerres idéologiques périphériques pendant la guerre froide. C'est une guerre maintenant hybride, asymétrique. Il y a également une composante religieuse et idéologique. Est-ce que la transformation de la guerre transforme également les sociétés et les États? Vous savez qu'il y a un certain nombre d'historiens comme Charles Steele ou William McNeill qui parlent que finalement c'est la transformation de la guerre et de l'outil militaire et des besoins militaires qui transforment, qui sont également le moteur de la transformation des sociétés et des États. Je parle aujourd'hui notamment de la guerre contre le terrorisme. Et on est obligé d'adopter un certain nombre de lois qui sont considérées comme étant des lois liberticides dans nos démocraties occidentales. Alors, comment la transformation de la guerre transforme nos sociétés et nos États? La composante religieuse, elle n'est pas si nouvelle que cela, et on pourrait, il ne serait pas très difficile de montrer qu'elle est présente depuis très très longtemps à des degrés divers dans des guerres du passé. Il y a un grand philosophe qui est Nietzsche, qui d'ailleurs prophétisait en 1878, je crois, dans les Considérations inactuelles, que, à dater de son époque, toutes les guerres du futur seraient des guerres de religion, seraient des guerres d'idéologie ou de religion. La vraie nouveauté, peut-être, même certainement, des guerres du XXe et du XXIe siècle, le vrai élément qui change le paysage, c'est le renversement des proportions dans les guerres entre les morts militaires et les morts civiles. Il y a une espèce d'effet de ciseau ou de montée exponentielle de la quantité de morts civiles rapportées aux morts militaires qui commence en 1914 et qui culmine avec les guerres récentes dans l'espace européen, j'en parlais un instant, ou dans l'espace extra-européen, où la quantité de morts civiles atteint des proportions absolument faramineuses. Le vrai phénomène moderne, s'il y en a un, c'est celui-là. C'est le fait que guerre de 70, guerre du Mexique, guerre de Crimée, la proportion de morts civiles et de morts militaires était de 10 pour 1, enfin de 1 civil pour 10 militaires. À partir de la guerre de 1914, un processus s'est enclenché qui arrive jusqu'aujourd'hui où la proportion est exactement inverse. L'autre chose peut-être qui est nouvelle, c'est l'extension dans nombre de terrains de conflit, à mon avis, du paradigme de la guerre totale. Vous savez que Clausewitz distingue dans les stratégies guerrières, il fait une distinction entre les guerres qui se donnent des buts de guerre, dont l'atteinte vaut extinction de la guerre, et puis des guerres sans but, des guerres qui ont un zvil mais pas un zvek, c'est-à-dire qui ont un but qui est l'annihilation de l'ennemi et pas telle ou telle conquête territoriale ou tel gain politique. Les guerres du XXe siècle et celles du début du XXIe siècle, par-delà l'espace européen, je parle des guerres africaines que j'ai parfois vues d'assez près ou d'ailleurs, c'est que le paradigme de la guerre totale, tel que l'a formalisé pour la première fois un général allemand qui s'appelait Pufendorf, mais qui date de la nuit des temps. La première guerre totale, c'est la guerre des Romains, c'est la troisième guerre punique, la troisième guerre des Romains contre Carthage. Ce paradigme de l'annihilation, de la haine de l'adversaire comme tel, de la guerre sans but, c'est un paradigme qui tente à se généraliser. C'est vrai de certaines guerres africaines, c'est vrai, vous parliez d'Israël tout à l'heure, mon général, c'est vrai de la guerre, le Hamas ou le Hezbollah libanais sont des acteurs belligérants qui n'ont pas d'autre but affiché, ça ne veut pas dire qu'il soit réalisable, que l'annihilation de l'adversaire. Et c'était vrai également en Bosnie, où il y avait un projet, ça s'appelait la purification ethnique, qui était un projet de guerre totale aussi. Est-ce que tout cela modifie
la configuration de nos sociétés? Oui, naturellement. Un paradigme de la guerre totale. Il y a la question du terrorisme, bien sûr, les lois liberticides. L'acte 1 de ce processus-là s'est déroulé aux États-Unis quelques jours après le 11 septembre avec le paquet de lois qui s'appelle Patriot 1, le Patriot Act 1, suivi quelques mois plus tard du Patriot Act 2. Bien sûr qu'il faut beaucoup de sang-froid aux dirigeants occidentaux, à la classe politique des pays concernés et aux sociétés civiles pour ne pas céder à la pente qu'implique cette menace insaisissable, cette guerre sans front ni frontières, cette guerre sans ennemi précisément assignable, qu'est la guerre terroriste. Mais il n'y a pas que ça. L'idée même de la guerre totale, l'idée même que l'on puisse concevoir, et de plus en plus, des guerres qui n'aient d'autre but qu'elles-mêmes, qui n'aient d'autre but que de persévérer dans leur être de guerre, ou que d'annihiler, en tout cas symboliquement ou fantasmatiquement, l'adversaire, ça c'est un élément nouveau qui a nécessairement des effets dans les sociétés. Alors c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est le nihilisme des sociétés modernes qui implique cette généralisation du paradigme de la guerre totale, ou est-ce que c'est la généralisation ou la multiplication des guerres totales qui vient alimenter le nihilisme et lui donner une vitesse de sédimentation et une accélération plus grande encore? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans l'esprit des guerres d'aujourd'hui, dans le discours de la guerre contemporain, qui va avec ce que Nietzsche appelait la volonté de néant, c'est-à-dire le ressentiment du dernier homme, comme il disait, poussé jusqu'à son ultime extrémité. Ça, pour moi, c'est un effet peut-être plus sensible encore que cette contamination des sociétés par la mise en œuvre de moyens de lutte antiterroriste, face à quoi je trouve, dans la plupart des pays occidentaux, les sociétés politiques, les gouvernants se tiennent plutôt bien. En France, par exemple, peut-être les leçons du passé ont-elles été apprises et ont-elles pris tout leur effet? Parce que nous avons eu une période en France. Moi, j'étais enfant. Enfin, je me souviens tout de même très vaguement, au moment de ce qui n'osait s'appeler la guerre d'Algérie, on a vu ici, à Paris, des mécanismes de protection de la société, des dispositifs législatifs permettant de lutter contre une menace qui était bien réelle, mais qui, de proche en proche, agissait de manière cancérigène sur l'ensemble de la société, avec suspension d'un certain nombre de suspensions provisoires, d'un certain nombre de libertés fondamentales, liberté de la presse, liberté de manifester, jusqu'aux événements d'octobre 1961 que vous connaissez tous, particulièrement meurtriers. Je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être parce que cela a eu lieu, peut-être parce que les grands peuples apprennent du passé, et le peuple français est un grand peuple, les peuples d'Europe sont des grands peuples, j'ai le sentiment que nos sociétés résistent bien à cette pente, ou sur cette pente-là, pour le moment. Peut-être mieux d'ailleurs que la société américaine. Vous avez parlé des guerres totales, de la nature de ces guerres totales qui détruisent plus de civils que de militaires, qui parfois vont plus loin jusqu'à détruire les civils à dessein, exprès. Et ça m'amène directement à la réflexion sur la responsabilité de protéger, qui est aussi l'un des sujets qui vous tient à cœur. C'est un thème également, c'est un principe dont s'inspire l'ONU. Il y a un certain nombre de résolutions qui ont été fondées sur ce principe, mais ce principe est à plusieurs niveaux. Le dernier niveau,
ou le troisième pilier, c'est l'intervention militaire pour empêcher la destruction massive des civils, l'annihilation d'une population, le génocide, les massacres, etc. Alors, je fais référence à vos écrits, au premier livre que vous avez écrit sur la... C'était des livres philosophiques, notamment La barbarie à visage humain et Le Testament de Dieu. Dans ces livres-là, vous faites un peu l'apologie du pessimisme, si je les ai bien compris. Donc vous considérez comme très dangereux le rationalisme, vouloir une société bonne et à tout prix. Vous pensez que c'était un peu le prélude au totalitarisme, et vous êtes en faveur d'un doute existentiel qui est aussi la voix des opprimés, en quelque sorte. Mais en même temps, vous soutenez très fortement les interventions militaires pour protéger les populations. Et on a l'impression que vous ne posez pas beaucoup de questions par rapport à ça. Vous êtes automatiquement souvent engagé pour l'intervention militaire dans différentes régions du monde pendant les guerres civiles ou les guerres entre deux pays. Comment vous expliquez, comment vous conciliez ces des choses-là? Le pessimisme, d'abord, ça a un sens très précis. Ça veut dire qu'en effet, je ne dis pas que ça participe du totalitarisme, je dis que ça en est la définition. Le totalitarisme, ça n'est rien d'autre à la fin des fins que le projet en ce monde d'un monde parfait. Je crois que dès lors qu'apparaît un gouvernant, un prince, avec le projet d'instaurer ici et maintenant une société parfaite, on peut voir s'allumer tous les signaux et tous les radars. Le totalitarisme n'est pas loin, car qui dit monde parfait dit désignation d'éléments contribuant à son imperfection, traitement des 10 éléments, élimination de la société appelée à cette perfection et début de la catastrophe qu'on appelle purification ethnique ou autre. Donc en effet, pessimiste, ça veut dire ça. Ça veut dire se méfier comme de la peste politique de ce projet qui est vieux comme l'histoire de la philosophie et qui est vieux comme l'histoire de la politique, ce projet de la société bonne, ce projet de la communauté heureuse, cette idée qu'il y aurait inscrite quelque part dans un entendement divin ou dans un filigrane secret une société idéale qu'il suffirait de bien savoir déchiffrer. Au bout de ça, il y a d'une manière ou d'une autre l'élimination de ceux que Lénine appelait les insectes nuisibles, de ceux que les hitlériens appelaient les déchets humains et de ceux que les islamistes d'aujourd'hui appellent les infidèles. Donc, pessimisme, ça veut dire se tenir à très grande distance de cette espèce d'optimisme historique, mettons. Voilà. Alors, en revanche, pessimiste, ça ne veut pas dire rester les bras croisés. Et ça ne veut pas dire se résigner à la généralisation de la barbarie. Ça ne veut pas dire accepter sans mot dire le spectacle atroce de votre frère humain traité comme de la matière ou comme un chien. Et ça pose évidemment la question de l'intervention. Alors je ne suis pas partisan, très loin de là, je ne suis pas toujours partisan de l'intervention militaire. Et il y a de nombreuses circonstances d'ailleurs où j'ai été très clairement opposé à cette hypothèse. Je prends un exemple parmi d'autres, la guerre d'Irak. J'ai été contre la guerre en Irak. Moralement, c'était justifiable, mais politiquement désastreux. Oui, mais politiquement désastreux. Oui, d'accord. Mais la guerre, c'est de la politique continuée par d'autres moyens. Donc dire que c'est politiquement désastreux, c'est dire que j'étais contre. Il y a d'autres cas où j'ai été contre, où j'aurais été contre. Là-dessus, la doctrine est très simple et vous savez, elle n'est pas nouvelle. C'est la vieille doctrine de la guerre juste qui date de Saint-Augustin, qui date de Saint-Thomas, qui date de l'école de Salamanque ou qui date de certains théoriciens plus contemporains. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? Il y a des critères très précis. Selon les théoriciens, notamment chrétiens de la guerre juste, une guerre est juste, lorsque la cause est juste,
Autrement dit, quand, par exemple, il s'agit de défendre une population civile menacée d'un massacre considérable. Deuxièmement, quand l'intention est droite, concrètement, quand il s'agit vraiment d'aller sauver les civils et pas d'aller faire main basse sur des richesses minières. Troisièmement, quand l'intervention en question, quand on pense, quand on a de bonnes raisons de penser que le mal que l'on fera sera moins grand que le mal que l'on évitera, théorie du moindre mal, lorsque cette guerre peut se placer sous une auctoritas principis, c'est-à-dire sous un véritable mandat politique, lorsqu'elle entre en conformité avec ce que nous appellerions aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui la légalité internationale, et lorsqu'elle n'est pas fondée enfin sur un ou sur des mensonges. Voilà, ça c'est les critères de la guerre juste tels qu'ils se dessinent à travers les théoriciens que j'ai cités. Alors, ils sont vérifiés ou ils ne sont pas vérifiés. Je prends l'exemple de la Bosnie, il y a 22 ans. En effet, je pensais que la situation des Bosniens... et puis, pardon, j'oubliais l'argument de dernier recours. C'est-à-dire quand toute autre tentative pour réaliser la cause juste, autrement dit pour arrêter le massacre, ont été essayées quand ça n'a pas marché. Le cas de la Bosnie, on avait tout essayé. Il y avait un massacre qui se produisait quotidiennement en Bosnie centrale et à Sarajevo. Toutes les solutions diplomatiques avaient été essayées et avaient été épuisées. J'étais de ceux qui pensaient, et l'avenir m'avait donné raison, que arrêter cette guerre ne provoquerait pas des centaines de milliers de morts, comme on nous le disait, ni des dizaines de milliers, ni même des milliers, ni même des centaines. J'étais de ceux qui pensaient que l'on pouvait arrêter ce massacre quasiment sans coup férir, ce qui s'est vérifié. Et enfin, il me semblait que si le jour où l'Occident, les États-Unis d'Amérique et l'Europe se décideraient à arrêter les chiens de guerre serbes, il me semblait que un peu de justice supplémentaire, un peu de justice serait additionné au monde de l'époque. Voilà. Donc j'ai été partisan très tôt de cette intervention pour arrêter la boucherie. Elle s'est produite très tard, après 3 ans d'une guerre inutile, après des dizaines de milliers de morts pour rien, après des centaines de milliers de déplacés pour rien aussi. Mais enfin, cette guerre était juste. L'exemple de la Libye, même chose. Il y avait un massacre avéré, une menace avérée, dont il y avait tout lieu de penser qu'elle serait mise à exécution, sur une grande ville qui était la ville de Benghazi. Il y avait donc un devoir d'assistance à population civile en danger. Tous les efforts diplomatiques avaient été faits pour tenter d'arrêter le bras du dictateur et pour tenter d'arrêter les chars qui fonçaient sur la ville. Le principe d'auctoritas principis était respecté dès lors que les Nations Unies avaient donné mandat à une coalition militaire ad hoc de protéger les civils en question. L'intention était droite et l'on pouvait imaginer que les dommages causés par cette guerre et qui sont inévitables seraient moindres que ceux que l'on empêcherait en arrêtant les chars de M. Kadhafi. Pour ces raisons-là, parce que ces raisons étaient rassemblées, parce qu'il n'y avait pas de mensonges, comme il y avait au moment de la guerre en Irak, où il y a eu une tentative et réussie d'intoxication de l'opinion. Pour toutes ces raisons-là, il m'avait semblé, là encore, avec beaucoup de doutes, ceux d'entre vous qui ont ne serait-ce que feuilleté le journal que j'ai tenu
jour après jour, pendant cette guerre de Libye, qui s'appelle la guerre sans l'aimer, où j'ai tout raconté. Depuis ma première arrivée à Benghazi en février 2011 jusqu'à la fin de la guerre, je n'ai rien dissimulé de mes hésitations, de mes doutes, de ma crainte de faire mal, mais enfin, tout bien pesé sur cette espèce de balance terrible, de fléau terrible dont l'enjeu n'est pas avoir raison ou avoir tort, c'est la vie d'hommes, de femmes concrets, tout bien pesé. Il me semblait que la guerre, aussi terrible soit-elle, et ce n'est pas aux professionnels qui sont dans cette salle que je l'apprendrai, que la guerre, tout bien pesé, était un moindre mal, que l'intervention occidentale était un moindre mal. Et je tiens pour un grand mérite, je vous le dis ici, ça n'est pas un propos partisan, croyez-le bien, mais je tiens pour un grand mérite du président de la République de l'époque, le président Sarkozy, d'avoir pour la première fois mis en œuvre, dans une situation qui le méritait, face à des critères qui étaient remplis, cette responsabilité de protéger qui est inscrite désormais dans la Charte des Nations Unies et qui participe de la légalité internationale. C'est son honneur de l'avoir fait, tout de suite et sans hésiter. Alors vous avez glissé vous-même vers la Libye, c'était la question que j'allais vous poser. Donc là, sans parler de la philosophie, j'avais rencontré un Libyen récemment, qui n'est pas un intellectuel, c'est un homme d'affaires, un petit homme d'affaires, qui m'a dit, vous savez, il y a un dicton dans le business, when you break something, you own it. Quand vous cassez quelque chose, il vous appartient. Alors, j'ai essayé de lui dire, non, mais ce n'est pas nous qui avons cassé la Libye, c'était déjà cassé, mais non, lui, il disait, maintenant que vous êtes intervenu, que Kadhafi est parti, qu'est-ce que vous avez fait après? Parce que la situation aujourd'hui, et parlant du moindre mal, disait-il, est encore pire qu'à l'époque de Kadhafi. Et c'est aussi ce que pense le bon sens. Et comme disait Descartes, le bon sens, malheureusement, peut-être c'est la chose qui est la plus répandue au monde. Est-ce que vous pensez toujours que c'était le moindre mal, l'intervention contre Kadhafi? Je pense deux choses. D'abord, en effet, il y avait un devoir de suite, comme on dit, un droit de suite en Libye qui n'a pas été rempli. L'histoire ne se terminait pas avec la chute de Kadhafi et encore moins avec sa mort injustifiée, dont les conditions et dont le principe même d'ailleurs était injustifiable. Donc l'histoire ne s'arrêtait pas là. Il y avait un devoir d'aide à la construction d'une nation qui n'a pas été honoré. Ça, je suis le premier à le dire. J'en suis pas tellement responsable, mais enfin, ça ne m'empêche pas de le dire chaque fois qu'une la circonstance m'en est offerte, et aujourd'hui, de nouveau. En revanche, dire que la situation est pire aujourd'hui que sous Kadhafi, ben, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle soit pire que sous Kadhafi, et deux, je suis certain qu'elle est infiniment moins pire que ce qu'elle aurait été si nous n'étions pas intervenus. Qu'est-ce qui serait passé si nous n'étions pas... Enfin, qu'est-ce qu'il est plausible? Qu'est-ce qui est vraisemblable qui se serait passé si la communauté internationale n'avait pas dit stop? Ben, la Libye serait vraisemblablement, ou en tout cas, il y aurait de bonnes chances pour que la Libye d'aujourd'hui ressemble à la Syrie d'aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'intervention en Libye, la vraie comparaison, c'est celle-là. On a deux laboratoires, si j'ose dire. Là, puisqu'on réfléchit, vous êtes dans un lieu, une série de conférences où il s'agit aussi d'essayer de conceptualiser tout ça. Il y a un cas d'intervention, c'est la Libye. Il y a un cas très clair de non-intervention, c'est la Syrie. Faisons le bilan comparé. Bilan de l'intervention en Libye, désordre, voire chaos, islamisme radical dans deux villes, c'est-à-dire à Sirte et à Derna, et puis une guerre civile, comme on dit d'un mot affreux, que je déteste, de basse intensité, avec des morts tous les jours, et parfois des morts qui ne sont pas tout à fait n'importe lesquelles. Je pense notamment
à l'ambassadeur américain Christopher Stevens depuis 4 ans et demi. Bien, ça c'est le bilan c'est ce qui se passe en Libye. Guerre de basse intensité, chaos, désordre ou chaos, et 2 villes gagnées par l'islamisme. Regardez la Syrie où il n'y a pas eu intervention. Le même chaos, la même guerre de tous contre tous, la même guerre des tribus ou des communautés, premièrement, donc le même chaos. L'islamisme radical, pas dans 2 villes, mais à ce jour, la moitié du pays. Ce n'est pas Derna et Sirte, c'est la moitié de la Syrie qui, en partie du fait de la non-intervention du monde, a été gagnée par l'islamisme radical. Et alors là, pour le coup, pas une guerre de basse intensité, mais 240 ou 250 000 morts depuis le début de cette guerre contre les civils. Donc, même en termes très, très froids et très, 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 très chiffrés, le bilan de la non-intervention est infiniment plus lourd que celui de l'intervention. Maintenant, est-ce que la situation de la Libye aujourd'hui est pire que la situation à l'époque de Kadhafi ? Je ne sais pas quel est l'homme d'affaires qui... Enfin, peut-être que... je ne sais pas qui tenait ce propos, mais enfin, c'est absurde. À aucun titre, il me semble, l'État n'existait pas davantage. La société civile était non seulement brisée, mais rompue de coups. Les réfugiés, les migrants, le mois d'août 2010, enfin, il y avait d'ailleurs chaque été, du temps de Kadhafi, une négociation avec l'Europe pour marchander la fermeture du robinet à migrants. Chaque été, il y avait, entre juillet et août, il y avait une réunion entre les autorités libyennes et les autorités de l'Europe où Kadhafi disait en gros « je ferme le robinet, mais ça coûte tant ». Le dernier en date de ces rounds de négociations, c'était la fin juillet 2010, à Rome, où le dictateur libyen de l'époque avait d'ailleurs dit que la vocation de l'Europe était de se... C'est dans la presse de l'époque, hein, c'est facile à retrouver, que la vocation de l'Europe était de se convertir tout entière, non seulement à l'islam, mais au djihad, et où, dans la négociation avec le commissaire européen de l'époque, les enchères avaient pris des proportions absolument folles. L'Europe proposait une assistance de 20 millions d'euros pour aider les autorités côtières de la Libye à faire la chasse aux passeurs. Et après tout, c'était pourquoi pas. Le colonel Kadhafi demandait 5 milliards d'euros au lieu des 20 millions et avait dû en obtenir, je crois, la moitié. Ça, c'est à vérifier. Donc, la question des migrants se posait peu ou prou de la même manière. La question de l'État, c'était la même chose, à la réserve près qu'à la place de l'État, il n'y avait pas le rien, mais il y avait une dictature d'une très grande sauvagerie, d'une très grande brutalité. Frivolité, oui, mais une brutalité qui, elle, n'était pas frivole. La déstabilisation des voisins, des États frontaliers. Attendez, ceux qui ont un peu de mémoire savent comment, pendant les 42 ans de son terrible règne, le dictateur de l'époque n'a cessé de déstabiliser ses voisins, d'alimenter en argent et en idéologie, entre guillemets, les mouvements de guérilla les plus douteux. Et tous les voisins africains de la Libye sérieux le savent. Donc, à aucun degré et à aucun titre, on ne peut dire que la situation d'aujourd'hui est pire que celle d'hier. J'ajoute enfin que il y a eu tout de même 3 élections libres en Libye après la chute de Kadhafi, et que les 3 ont été marquées par une défaite politique dans les urnes, une défaite à plat de couture, une défaite très, très nette des islamistes radicaux. Alors évidemment, les islamistes radicaux peuvent être défaits dans les urnes et victorieux dans la rue. Ils peuvent perdre la bataille des bulletins de vote et gagner la bataille des bombes. Ça, pas besoin d'être libyen pour le savoir. Mais enfin, présenter
l'âge de la dictature comme un âge d'or, et puis cette époxy d'une démocratie qui part de zéro et qui reste proche de zéro, mais enfin qui se cherche comme deux états de choses équivalents, je crois que ça n'est pas exact. Et ce n'est pas ce que pensent, à mon avis, dans leur majorité, les Libyens. Alors, en revanche, il y a eu ce défaut, cette faillite au devoir de suivi, et il y a encore aujourd'hui défaut, car il est encore temps. Il est encore temps d'aider la Libye libérée de la dictature, de commencer de construire un État. Il est encore temps d'aider ceux des Libyens qui y consentent à maîtriser leurs frontières maritimes. Il est encore temps. Ça m'amène vers la question qui concerne le rôle des intellectuels dans les décisions politiques. Alors vous avez vous-même écrit un texte qui s'appelle « Éloge des intellectuels » où, en somme, vous êtes d'abord un petit peu nostalgique par rapport à la grande époque des intellectuels. Ensuite, vous définissez le rôle des intellectuels. Enfin, l'intellectuel ne doit pas dire, vraiment ne pas dire le sens, mais plutôt s'engager au quotidien dans l'actualité quotidienne. Mais en même temps, tout le monde, beaucoup de gens en tout cas, pensent que vous partagez un certain nombre de responsabilités dans les décisions publiques, notamment de la politique étrangère. Quand je regardais un petit peu vos prises de position depuis maintenant plus de 30 ans, peut-être même presque 40 ans, j'ai finalement mis d'un côté les décisions politiques qui allaient dans votre sens, dans le sens de vos interventions, et d'autres qui n'allaient pas dans le sens de vos interventions. Et finalement, ceux qui n'allaient pas dans le sens de votre intervention étaient plus nombreuses. Bon, on peut en citer plusieurs, hein, notamment le Darfour. On peut citer également la place ou la visite annulée de Ahmed Shah Massoud, etc., etc. Ou les Jeux Olympiques de Sochi que vous avez appelés à boycotter, etc. Alors pourquoi, dans ce cas, on pense que les intellectuels, vous avez une influence tellement déterminante sur un certain nombre de décisions, peut-être aussi les hommes politiques qui essayent d'une certaine façon de s'en laver les mains ou de partager la responsabilité. Et je pense à Mitterrand Al-Bosni qui a dit qu'il est allé à Sarajevo parce que vous lui avez conseillé. Et finalement, il n'a pas fait grand-chose. Je veux dire, pendant 3 ans, vous l'avez dit vous-même. Où se situe vraiment la véritable influence ? Attendez, la loi, c'est l'échec et l'exception, c'est la réussite, bien sûr. Quand on est comme je le suis, mais je ne suis pas le seul dans mon cas, nous sommes quelques-uns, quand on est soucieux de l'autre, quand on est soucieux de servir à quelque chose, quand on pense que ce qui n'est pas forcé d'ailleurs, on peut très bien être un intellectuel et rester dans sa tour d'ivoire, mais quand on pense qu'être un écrivain, ça implique une responsabilité à l'égard d'autrui, la plupart du temps, bien sûr que ça ne marche pas. Et je pourrais vous donner encore beaucoup d'autres exemples où je me suis battu en vain, où j'ai débattu en pure perte, où j'ai perdu mon temps, évidemment. Mais ça, c'est assez normal. Il y a des fois où, en effet, on croit qu'on a servi à quelque chose et où l'histoire est plus diabolique qu'on ne le croit, où elle opère dans votre dos, où elle a plus d'imagination que vous. C'est l'histoire Mitterrand. Je connais cette image de Mitterrand disant qu'il était allé... Enfin, c'est surtout comme ça que ça s'est passé à Sarajevo après... que je l'en ai eu convaincu, mais je sais comment cette intervention a eu des effets inverses de ceux que l'on pouvait escompter et que moi, dans ma naïveté, j'espérais. En 2 mots, installation d'un pont aérien, transformation d'une question politique en question humanitaire et une mort à petit feu de la population de Sarajevo qui, s'il n'y avait pas eu l'intervention, 3 ans plus tard,
des États-Unis et de la France, Bill Clinton et Jacques Chirac seraient allés probablement au bout de son dépérissement. Donc il y a des beaux gestes, et le geste de Mitterrand était un beau geste d'ailleurs, et des moments où on a le sentiment d'influer sur les choses et où l'histoire se renverse. Ça, c'est encore un second cas. Et puis il y a quelques fois où on a le sentiment que, pas tellement comme intellectuel, mais tout simplement comme citoyen, que l'on a su faire bon usage de son droit d'interpellation de la puissance publique qui appartient à tout citoyen ou à tout groupe de citoyens et dont il m'est arrivé de faire usage avec un peu plus de succès. Je parlais de la Libye. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais pour moi, avoir contribué un peu à convaincre le président de la République de mon pays de mettre en œuvre cette responsabilité de protéger, c'est une des choses dont je m'honore dans ma vie. Vous en parliez, Général, avoir convaincu le président Hollande récemment de recevoir dans son bureau à l'Élysée, sans souci de protocole, en contravention, je pense, il me semble, à tous les usages de la diplomatie, 6 généraux d'un État qui n'en est pas un, d'une nation qui en est une, mais qui n'est pas encore un État-nation, c'est-à-dire les généraux kurdes. C'est moi qui accompagnais cette délégation et qui, je crois, en effet, avait suggéré au président Hollande de les recevoir. Je m'honore aussi de cela. Oui, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail. Autre exemple, pour dire à quel point tout ça n'est pas partisan, le jour où le président Hollande a accepté de recevoir le candidat Poroshenko et le candidat Klitschko en plein Euromaïdan, au risque de froisser davantage encore le tsar, le nouveau tsar du Kremlin, le jour où il a reçu donc Poroshenko et Klitschko, là aussi j'ai eu l'impression de faire mon travail. J'ai eu l'impression d'avoir fait bon usage de mon droit d'intervention, de mon droit d'interpellation et de mon devoir d'intellectuel. Voilà, donc il y a des cas où il y a de l'influence, il y a des cas où on croit en avoir une et où en vérité c'est une machine à rendement inverse, et puis il y a des cas tellement plus nombreux. Vous savez, j'ai écrit il y a 15 ans un livre auquel je tiens beaucoup sur les guerres oubliées. Ça s'appelait « Réflexion sur la guerre, le mal et la fin de l'histoire ». C'était une collection d'essais sur 5 conflits qui, à l'époque, en 2000, duraient depuis plus de 10 ans, dont le nombre de victimes se comptait en centaines de milliers et qui étaient littéralement passés aux pertes et profits de l'histoire universelle, dont il était entendu par toutes les puissances que le sort réglé ou non ne changerait rien au cours du monde. Bon, j'ai écrit ce livre, j'en ai fait des tartines dans les journaux, ça n'a servi à rien. Personne n'est venu au chevet, ni du Burundi, ni d'aucun des pays que j'évoquais à l'époque. Donc voilà, donc là-dessus, il faut être extrêmement modeste, enfin ardent et modeste, ce qui jusqu'à présent est mon cas. L'ardeur, grâce au ciel, elle ne me fait pas défaut. Et puis modeste parce qu'il faut bien, parce que les États sont des monstres froids, qu'ils ont leur propre logique, et que c'est un miracle quand un président de la République décide d'exercer son devoir de protéger, qu'il décide d'arrêter une vente de navires de guerre dans un climat de tension et de guerre, qu'il décide d'arrêter cette vente et d'honorer ainsi la diplomatie de son pays. C'est miraculeux, c'est magnifique, mais c'est rare, comme tous les miracles. Alors on va passer la parole à la salle dans les 35-40 minutes qui nous restent. Alors s'il vous plaît, pour que vous soyez nombreux à pouvoir poser des questions, concentrez-vous sur des questions courtes. Je ne répéterai jamais assez, je sais qu'une fois ça ne suffit pas, donc je suis prêt à répéter plusieurs fois. Questions courtes, s'il vous plaît. Alors qui veut se lancer ?
Monsieur devant. On va vous donner le micro. J'essaierai de faire des réponses courtes aussi, alors, cette fois-ci. Et nous avons aussi des questions qui arrivent des régions. C'est pour ça que j'ai regardé mon portable. C'est pas parce que je ne vous écoutais pas. Il y en a déjà beaucoup. Bonjour monsieur. Vous avez brièvement évoqué le cas de la Syrie. Pensez-vous aujourd'hui qu'une intervention militaire qui est très controversée pourrait être du coup la solution à la crise actuelle? Je vous remercie. Dans l'état actuel pas de la crise, dans l'état actuel de la tragédie, hélas, il n'y a plus de bonne solution. Et j'étais capable de dire en 2011 quelle était la moins mauvaise des solutions. J'étais capable de le dire encore en 2012. Le 29 août 2013, lorsque les avions français étaient prêts au décollage et que la volte-face américaine a brisé l'élan et a tout arrêté, je pensais encore qu'il y avait une fenêtre d'opportunité et que l'on pouvait encore étouffer dans l'œuf la barbarie islamiste et arrêter le bras du barbare au pouvoir à Damas. Aujourd'hui, très franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. L'opposition démocratique a été à ce point laminée. Le face-à-face entre ces deux monstres que sont l'État islamique d'un côté et la tyrannie baassiste de l'autre a pris une telle proportion qu'il faut être maintenant extrêmement prudent et qu'il n'y a, en tout cas, de bonnes solutions, il n'y en a pas. Il y en a sûrement de moins mauvaises que d'autres. Je pense personnellement que l'intervention russe de ces derniers jours, en tout cas dans la forme qu'elle prend, dans l'état actuel des choses, n'est pas la bonne solution. Je pense qu'elle aggrave la situation pour plusieurs raisons. Parce qu'elle vise les démocrates, ce qu'il en reste, au moins autant que l'État islamique. Parce qu'elle vise à conforter le régime de Damas, qui est directement ou indirectement à l'origine de tout cela, et parce que, en vertu des procédures qui sont celles de l'armée russe, de la forme et du style de ces bombardements, qui sont très différentes des procédures françaises ou des procédures américaines, ça va accélérer ce qu'on appelle pudiquement la crise des migrants. C'est-à-dire que je crois que cela va, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là, ça ne va pas du tout arrêter le flot, mais ça va au contraire l'accentuer. Donc voilà, là par exemple, cette intervention russe, dans les formes qui sont les siennes pour le moment, sans coordination stratégique avec les acteurs déjà en opération, avec les buts de guerre qui sont ceux de Poutine, avec les intérêts géostratégiques de moins en moins dissimulés qui sont les siens, voilà quelque chose qui aggrave et qui n'améliore pas. Donc qu'est-ce qui pourrait améliorer? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une priorité qui est de briser les reins de l'État islamique. Et puis, ce qui est certain aussi, c'est qu'on ne le fera pas en maintenant au pouvoir celui qui, pour tout un tas de raisons, est à l'origine de cet État islamique. Voilà, ça c'est les deux paramètres. Et c'est en gros la position américaine et surtout la position française. Et d'ailleurs, dans cette affaire-là, je suis frappé de voir comment le sujet, enfin, je ne dirais pas le sujet supposé, peut-être même le sujet supposé savoir. En tout cas, le mieux disant, celui qui fixe le cap, et j'en suis fier, et je crois qu'on a tout lieu d'en être fier. D'abord parce que c'est le moins mauvais des caps, et ensuite parce je suis et nous sommes patriotes, c'est la France. Donc la France là-dessus a la moins mauvaise des positions. Mais évidemment, plus le temps passe, plus on s'éloigne de cette maudite année 2011, plus ça devient difficile. D'autres questions? Devant, madame. Bonsoir. C'est une petite question, plus une observation.
moi je pense que tout de même, c'est vrai que Bachar al-Assad, on dit que c'est un tyran, Poutine peut-être aussi, mais face à Daesh, est-ce qu'il ne faut pas des positions fortes, des hommes forts, et ne sommes-nous pas angéliques en Europe ? La démocratie peut être forte aussi. Vous savez, il n'y a pas que les tyrans qui soient forts. Et la force des tyrans est une force faible, contrairement peut-être à ce que l'on pense. Moi, je préfère la force forte des démocraties, fortes de leurs valeurs et de leur volonté de les défendre, à la force fragile des tyrans. Fragile pour des tas de raisons. La principale étant que les régimes despotiques sont des régimes cassants. Ce sont des ordres des choses qui tiennent à la personne du tyran, de l'autocrate, de l'égocrate, comme disait Solzhenitsyn. Donc c'est extrêmement fragile. Un ordre qui est fondé sur le caprice d'un seul, qui est fondé sur la force d'un seul, c'est par définition un ordre extraordinairement précaire. Inversement, des démocraties qui sont assurées de leurs convictions et décidées à les défendre, ça peut être fort. Ça peut être fort. Ça a été souvent dans leur histoire le cas des États-Unis d'Amérique et ça a été souvent dans son histoire le cas de la France. J'en profite pour prendre des questions des régions. Il y en a beaucoup. J'en choisis une. D'Arras. Question d'un auditeur. Pensez-vous qu'il soit faux de dire que la France est une grande puissance? Non, non, la France est un petit pays par la taille et une grande puissance par le rayonnement, par l'influence, par la qualité de ses armées, par parenthèse aussi. Donc c'est une grande puissance, naturellement. Par sa position au Conseil de sécurité de l'ONU, ça a été le grand coup de force et coup de génie du général de Gaulle, qui allait avec la légende, une part de la légende gaulienne, et qu'il a réussi à imposer. Ce siège de membre permanent du Conseil de sécurité fait que la France est beaucoup plus grande puissance que ne le veulent ses dimensions géographiques ou peut-être même un jour sa puissance économique. Donc, et surtout, combien de fois sur des théâtres extérieurs, dans des situations de conflit, j'ai vu cela. Et c'est vrai aussi dans le regard des autres. Quand on voyage un peu, comme c'est sûrement le cas d'un certain nombre d'entre vous, quand on sort de nos frontières, on voit à quel point la France est grande dans le regard des autres, dans le regard de ses voisins, dans le regard des pays qui font appel à elle ou qui lui savent gré de sa diplomatie ou de ses interventions. La France est tenue en Amérique latine, en Afrique, en Asie pour une très grande puissance. Je me rappelle lorsque je faisais mon enquête sur la mort de Daniel Pearl au Pakistan, c'est-à-dire vraiment un peu au bout du monde, j'étais très frappé de voir à quel point la position de la France, mais la position morale, la position symbolique, enfin au croisement, comme dirait un lacanien, du symbolique, de l'imaginaire et du réel, au croisement des trois, à quel point la position de la France était grande. Donc, bien sûr, la France est à sa façon une grande puissance, bien sûr. Pour prolonger cette question, et c'était une question que je vous ai posée tout à l'heure avant d'entrer dans l'amphi, comment vous expliquez alors que beaucoup d'experts et de commentateurs considèrent que, voilà, vous avez parlé de Gaulle, on a parlé de Mitterrand, qu'aujourd'hui la voix de la France n'est plus entendue comme avant? Pourquoi il y a une telle... cet avis est tellement répandu dans la communauté des experts, des commentateurs? Les gens pensent ce qu'ils veulent, mais enfin la réalité est là. On a parlé à plusieurs reprises de la Syrie. La France a une influence, c'est clair, sur la ligne générale adoptée par l'Occident en Syrie. Un peu de la fermeté, tout de même, qui est de temps en temps manifestée, vient de la pression française.
s'il ne l'avait tenu qu'à d'autres, je pense qu'on aurait encore moins fait que ce qu'on a fait. En Russie, je crois connaître un tout petit peu, enfin suivre d'assez près en tout cas, le déroulement de la guerre en Ukraine. Là encore, la France a eu un rôle leader et dans les accords de Minsk I et de Minsk II, et dans la décision de ne pas passer l'Ukraine aux pertes et profits d'une nouvelle guerre froide. Là encore, le rôle de la France est entendu. Je peux vous dire qu'elle est entendue de ses partenaires. On parlait du Kurdistan tout à l'heure et de la visite à Paris de ses commandants kurdes. Bien avant cela, le président de la République française, le président actuel, a fait une visite à Erbil, au Kurdistan. Je crois que c'est le consul général Frédéric Tissot, ici présent, qui l'a accueilli, qui est resté dans toutes les mémoires des Kurdes et de la région, comme un grand et beau geste. Donc, et qu'il a encore a rompu avec cette espèce d'indifférence de la communauté internationale à la question kurde. Non, je crois que c'est... Enfin, moi, je veux bien. Il y a des déclinistes, il y a des masochistes, il y a des Français, et puis c'est peut-être bien comme ça aussi, d'ailleurs, qui ont tendance à se battre la coulpe. Il faut le faire quand c'est juste. En l'occurrence, c'est pas juste. La France est entendue. Elle l'était sous Sarkozy. Elle l'était sous Chirac, au moment de la guerre en Irak. Rappelez-vous le discours de Villepin à l'ONU. Voilà, prenons les 3 derniers présidents. Qui peut nier que la France a eu une voix au moment de la guerre en Irak? Et une voix d'une grande puissance, avec une grande force déflagratrice, avec un ralliement à cet éclat de voix impensable et inconcevable par ceux-là même qui ont émis les éclats en question. Ils n'en revenaient pas. La présidence de Nicolas Sarkozy, il n'y aurait pas eu d'intervention en Libye sans la résolution française, au double sens du mot. Et aujourd'hui, l'Ukraine ou le Kurdistan, où la France donne le là. Donc, à mon avis, dans ce monde imparfait, où le mal est l'ordinaire et où il n'y a jamais assez de bien, il me semble que la France se conduit pas mal, franchement. Une question de Lyon. On nous demande de revenir plus près du titre de la conférence. La France face aux défis du XXIe siècle. Par ordre de priorité et sur le long terme, quels sont les défis et comment les affronter? C'est difficile à dire. Enfin, si je devais répondre comme ça, je réponds aux débeautés. Premier défi, c'est clairement celui de l'islamisme radical, c'est-à-dire la résolution de la guerre à l'intérieur de l'islam entre l'islam des Lumières et l'islam assassin. Et la France, comme d'autres, a son mot à dire dans cette guerre-là, dans cet affrontement-là. Mais ça, c'est un vrai défi. Isoler les radicaux, les marginaliser, encourager la majorité des musulmans de France à dire de manière sonore que le crime de Charlie Hebdo, le crime de l'hypercachère ne se sont pas faits en leur nom, not in our name, comme disaient récemment les musulmans britanniques. Vrai défi pour la France, qu'un grand nombre de musulmans français, beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont, et j'espère de plus en plus nombreux, se fassent entendre pour dire ceux qui appellent à tuer au nom de Dieu ne parlent pas en notre nom. Ça, c'est un défi. Il y a un deuxième défi, à mes yeux, c'est la politique étrangère russe d'aujourd'hui. La Russie est un pays ami. C'est pas moi qui dirais le contraire. J'ai passé la moitié de mon existence à essayer de tisser des liens, de jeter des ponts entre mon pays et la Russie. Je pense à l'époque des dissidents,
à l'époque de Solzhenitsyn, à ce merveilleux moment qu'a été la glasnost, puis la chute du mur de Berlin, et ainsi de suite. À la première mission que m'a confiée le président Mitterrand en 1990, qui était une mission dans l'ensemble de l'Europe désoviétisée. Donc pour moi, la Russie est un pays ami. En revanche, elle est dirigée aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pas un anathème, mais c'est un fait. Elle est dirigée par un homme qui a une politique qui n'est pas une politique amicale à l'endroit de l'Europe et de la France. Ça n'est pas un hasard si il s'appuie en France et ailleurs, d'ailleurs, sur des forces tout à fait négatives et tout à fait hostiles à la forme de lien social que les démocraties aiment. Et puis, il y a clairement une volonté de revanche qui est exprimée par les idéologues de Vladimir Poutine, par Alexandre Douguine, par exemple, volonté de revanche sur l'Europe, volonté de déstabilisation du bloc européen. C'est un défi, voilà, qui se manifeste en Ukraine, qui commence de se manifester à la frontière des pays baltes, et qui pourrait se manifester encore d'autres manières si l'on n'y prenait pas garde. Puis un troisième défi, évidemment, qui est un défi, comment dire, économique, mettons. Aujourd'hui, il y a 3 empires en formation. Il y a l'empire islamique, c'est-à-dire cette volonté d'empire des islamistes radicaux. Ça, il y a un projet d'empire, là, un empire éclaté, un empire en miettes. Il y a un projet impérial russe, aujourd'hui, qui est ce qu'il est, qui n'est pas complètement étranger à l'ordre des choses. Il est inscrit dans l'histoire, mais enfin, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y résister. Puis il y a un troisième empire qui est un empire commercial, qui est l'empire chinois, mettons, hein, l'empire commercial ouvert ou l'empire commercial fermé, pour parler comme Fichte. Là, il y a nécessité de faire, de gagner des points, de résister, ou même de s'opposer victorieusement à cet empire commercial ouvert, qui est l'empire commercial chinois. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'intégration de notre vieille nation à l'intérieur d'un ensemble européen qui aura la taille critique pour répondre à ce défi. Les défis économiques d'aujourd'hui. Je suis persuadé que je suis de ceux, enfin, je suis franchement pas le seul, mais enfin, on est de moins en moins nombreux parce que ce qu'on appelle le souverainisme, comme vous savez, lui progresse à grands pas. Mais je suis de ceux qui pensent que les nations européennes réduites à elles-mêmes, renvoyées à leur essolement ou réenfermées dans les frontières de leur souveraineté, ne seront plus de taille et, par conséquent, engendreront de la misère, de la paupérisation, du chômage et peut-être du chaos. Donc ce troisième défi-là, ce défi économique, il passe par un grand pas en avant, un grand bond en avant, comme on disait dans ma jeunesse maoïste, un grand bond en avant du projet européen. Je vais me faire porte-parole des gens dans la salle. Vous avez parlé de 3 empires. Vous n'avez peut-être pas parlé de l'empire américain. C'est un 4e empire. Et d'ailleurs, les mêmes qui critiquent aujourd'hui, qui disent que la voix de la France ne se fait pas entendre, pour ces gens-là, la voix de la France, quand elle se fait entendre, elle se fait entendre contre les États-Unis. Ce n'est pas mon cas, c'est pas ce que je pense profondément, mais c'est quand même une opinion assez répandue dans ce pays. Moi, je pense que l'Amérique, mais ça, je l'ai expliqué en long, en large dans un livre qui a quelques années maintenant, qui s'appelle American Vertigo. Je pense que l'Amérique n'a jamais été un empire et qu'elle n'a jamais voulu l'être. Mais ça, c'est démontrable. Alors qu'elle soit puissante, que ces multinationales aspirent à conquérir des marchés, que sa monnaie utilise tous les moyens pour régner, ça c'est autre chose. Mais impérial au sens traditionnel, au sens de l'impérialisme, au sens de Hilferding, au sens de Lénine, au sens que pouvait avoir l'Empire dans le cadre des luttes anti-impérialistes de ma jeunesse, l'Amérique n'a jamais été là-dedans.
C'est un fait. La France a été un empire, l'Angleterre a été un empire, le Portugal a été un empire, l'Espagne a eu une volonté impériale, les Pays-Bas ont été un empire. L'Amérique n'a jamais été un empire. Vous pouvez prendre dans tous les sens que vous voudrez. Les États-Unis n'en ont jamais eu ni la volonté, ni la pratique. Voilà. Et je pense d'ailleurs que cette volonté de faire comme si l'Amérique était un empire, par conséquent, cet anti-américanisme systématique et presque ontologique qui fait partie de la culture européenne est une des pentes les plus dangereuses qui soit, en Allemagne et en France. En Allemagne, il y a un très grand philosophe qui s'appelle Martin Heidegger, qui est vraiment l'un des pères fondateurs de l'anti-américanisme moderne, dont l'anti-américanisme rime avec ce qu'il y a de pire dans sa pensée. Et en France, je vous rappelle, ça vous le savez peut-être davantage, que l'anti-américanisme, c'est-à-dire cette idée que l'Amérique serait le diable, que quoi qu'elle fasse, elle le fait pour le pire, qu'il y aurait derrière les moindres de ces actes des menées occultes. Tout ça, c'est une thématique qui a un acte de naissance dans le discours politique français. Cet acte de naissance, c'est les années 20 et 30, et le lieu de sa naissance, c'est l'extrême droite. On croit aujourd'hui que l'anti-américanisme est un truc d'extrême gauche, à cause de quelques-uns de ces porte-paroles d'aujourd'hui. Mais enfin, généalogiquement, dans l'histoire des idées, le lieu de naissance de l'anti-américanisme en France, c'est Georges Valois, le fondateur du premier parti fasciste français, c'est Pierre Drieux-La Rochelle, c'est Brasillac, c'est Doriot. Enfin, voilà, c'est là qu'apparaît l'anti-américanisme dans toutes ses dimensions, pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Peut-être aussi d'ailleurs à cause du type de modèle social, d'invention d'une forme de contrat social qu'incarnent les États-Unis. Enfin, en tout cas, moi, je suis très sévère lorsqu'Obama empêche les avions français de décoller le 29 août 2013. Je pense que c'est une mauvaise action. Je suis très sévère quand je vois les occasions manquées et par conséquent les défauts de responsabilité dans certaines situations, par exemple le Proche-Orient, de l'administration Obama, mais voir dans les États-Unis cette espèce de main du diable, comme le font certains, ça me paraît être l'un des éléments les plus toxiques de l'idéologie française. La parole à la salle. Le monsieur devant. Il y a la lumière qui m'empêche de voir bien derrière. Après, on donnera pour mieux équilibrer, je donnerai la parole derrière s'il y a des questions. Moi, je suis désolé surtout pour tous ceux qui sont à l'extérieur de l'amphi, là, les trois autres amphis qui ne peuvent pas poser des questions. Enfin, c'est la règle. Oui, bonsoir. C'est une conférence très, très intéressante, très pertinente. Mais il y a quelque chose qui me gêne un peu dans votre démarche. Vous êtes le conseiller des princes, très écouté. Vous êtes un homme médiatique. Est-ce que vous ne passez pas par-dessus une administration comme les affaires étrangères, notre Quai d'Orsay? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en décalage vis-à-vis de l'administration française, des conseillers politiques, des conseillers militaires, des conseillers diplomatiques? Et je vais plus loin, est-ce que l'opinion publique française ne vous intéresse pas? Car aujourd'hui, sur l'affaire russe, je ne suis pas du tout persuadé que la majorité des Français soit de votre avis. Je suis persuadé que la majorité des Français n'est pas de mon avis. Ça, c'est clair. Sondage récent qui l'indique, bien sûr, mais ce n'est pas parce que la majorité des Français pense quelque chose que la majorité des Français a raison. Ou alors ça s'appelle le populisme. Ce n'est pas un gros mot, mais enfin c'est un mot précis. Le populisme, ça veut dire penser que le peuple a toujours raison. Ben, ce n'est pas vrai. Le peuple n'a pas toujours raison. La démocratie, c'est deux principes à la fois. C'est la parole au peuple et puis la fidélité à un certain nombre de valeurs fondamentales et de principes
essentiels. C'est les deux à la fois. Relisez Montesquieu, Tocqueville, tous les inventeurs de la démocratie moderne, ils vous diront que l'un ne va pas sans l'autre. Sans la fidélité à une loi supérieure, le seul fait de se mettre à l'écoute de la vox populi et de s'en faire les fidèles traducteurs ne suffit pas à faire une démocratie. Ça s'appelle ça peut s'appeler la démagogie, ça ne s'appelle pas la démocratie. Les anciens avaient d'ailleurs des distinctions sémantiques très fines pour le dire. Ils avaient 2 mots pour dire le peuple. Les Grecs, par exemple, avaient 2 mots. Les Latins avaient deux mots. Le populus et la turba. Le populus, ça voulait dire le peuple anobli par la médiation représentative, par l'esprit républicain, par le souci de la chose publique. La turba, ça voulait dire le peuple informe, livré à ses passions les plus simples et précipité dans la guerre de tous contre tous. Donc voilà, bien sûr que je ne crois pas d'ailleurs que ni la tâche d'un gouvernant, mais ni à plus forte raison celle d'un intellectuel qui n'a de compte à rendre à personne, naturellement. C'est à la fois sa faiblesse et c'est sa force. Le devoir d'un intellectuel ou d'un gouvernant n'est pas de se mettre systématiquement à la remorque de ce que pense l'immense majorité. Bien sûr que non. Ou alors, il fallait en 1933 penser que parce que le peuple allemand l'avait voulu, la fin de la démocratie et l'avènement de l'hitlérisme était juste, et ainsi de suite. Non, bien sûr que non. Après, court-circuiter les administrations, attendez, je suis comme vous et comme tout le monde ici, je suis loyal à mon pays, soumis aux lois de mon État, que je respecte comme chaque citoyen. Il m'est arrivé une fois ou 2 ou 3 ou 4 peut-être dans ma longue vie, il m'est arrivé de penser que les experts n'avaient pas toutes les données, que les sujets supposés savoir ne savaient pas tout, que les dirigeants pouvaient être anesthésiés ou aveuglés par la passion politique, et où il fallait essayer de faire entendre autre chose. Je prends l'exemple de la Bosnie. Mais je ne veux pas me donner trop le beau rôle, mais enfin, c'est vrai que celui-là est tellement extraordinaire. Je me rappelle une ou plusieurs conversations, dont certaines ont été publiques, ont été rapportées avec François Mitterrand, déclarant publiquement que la moindre intervention en Bosnie serait coûteuse en hommes, coûteuse en prestige pour la France, impossible à opérer par nos armées. Et je me revois avec d'autres, avec mon camarade André Glucksmann, avec d'autres intellectuels, avec des humanitaires, avec des journalistes qui avaient accès à lui, tenter de le convaincre, de le supplier d'entendre que ça n'était pas le cas, que les Serbes n'étaient forts que de notre faiblesse, qu'ils étaient des bons terroristes mais des mauvais soldats. Voilà, ils avaient raison. Les humanitaires, les journalistes et les quelques intellectuels dont je faisais partie. Mais heureusement qu'il s'en est trouvé pour le dire. Pendant, je ne sais pas, à chaque étape, au moment des... Moi, j'avais 27 ou 28 ans, ou 29 ans, quand j'ai écrit mon premier livre, La barbarie et visage humain, que vous citiez tout à l'heure, qui était en partie un hommage aux dissidents soviétiques, aux dissidents russes. Qui était le sel de la terre russe, qui était la crème de la crème, qui était l'espoir de ce pays. Mais attendez, la gauche leur fermait la porte, la droite leur fermait la porte, les présidents se succédaient et ne voulaient pas les entendre, l'opinion publique trouvait que c'était des gêneurs et des empêcheurs de faire des affaires en rond. Heureusement qu'il y avait... là encore, quelques journalistes, quelques intellectuels, quelques irresponsables pour dire jusqu'à n'en plus pouvoir que les choses étaient moins simples et que ces minoritaires apparents étaient l'avenir, un avenir possible pour la Russie et qu'il fallait soutenir. Et ceux-là avaient raison. Et ceux qui
partait du principe qui tenait pour presque une donnée naturelle le partage de l'Europe en deux, se trompait. Et qui fuse de droite ou de gauche, le consensus de ces... Vous avez à peu près mon âge, donc vous vous en souvenez. Le consensus de ces années 70 et 80, c'était de penser que l'Europe était à jamais, par une espèce de décret métaphysique coupé en deux, qui ne pourrait pas en aller autrement. Que l'Europe prisonnière, elle l'était pour l'éternité. C'était un raisonnement monstrueux, qui était partagé par l'essentiel des opinions. Voilà. Donc, être à la remorque des opinions n'est certainement pas une vertu ni pour un gouvernant, ni pour un intellectuel. En tout cas, pas pour moi. Juste en 10 secondes, pour reprendre ce que vous avez dit, justement sur la question russe, sans vouloir vous vexer, vous êtes plutôt d'accord avec la majorité, parce que le sondage qui a été publié dans Figaro, c'est justement les Français, à 70%, pensent que Vladimir Poutine représente le danger pour l'Europe. Ce n'est pas le cas de la majorité de l'élite politique. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais des Français, de façon générale, j'arrête là. Je donne voilà, question derrière au monsieur. Pour une fois. D'accord. Formidable. Bonsoir, c'est pas monsieur. Oui. Quelqu'un d'autre ? Quel nouveau défi pose l'évolution de la Turquie en matière démographique, politique et religieuse, et comment y faire face ? Écoutez, le vrai défi que présente la Turquie, enfin, d'abord, il faut être... on ne peut pas parler de la Turquie sans dire d'abord qu'elle est aujourd'hui... qu'elle est sous le coup du deuil terrible que vous savez. Et ça, c'est quand même un préalable absolu. Maintenant, lorsque l'émotion sera retombée, il restera deux problèmes auxquels un Européen ne peut pas ne pas être attentif. D'abord, l'évolution très inquiétante de cette société qui a été à l'avant-garde de la bataille pour l'islam des Lumières et pour l'islam laïque vers l'islamisme et l'obscurantisme. Ça, c'est un premier défi. L'ottomanisation de la Turquie d'aujourd'hui, l'évolution personnelle d'Erdogan, ce mélange d'islamisme et d'autocratisme a quelque chose qui est un vrai problème pour... Et puis l'autre chose, c'est la question de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN. Pour moi, il y a eu un moment tout de même très embarrassant. C'était au Kurdistan syrien, il y a maintenant presque un an, la bataille de Kobané. Kobané, ville martyre, assiégée par Daesh, défendue héroïquement par ces combattants kurdes. Et face à cela, face à cette bataille terrible mais décisive et hautement symbolique, une Turquie qui faisait deux choses. Et là, je cite la presse turque qui a relevé cela et qui, lorsqu'il s'agit de la presse d'opposition, évidemment, s'en est indignée. Un, elle bloquait les renforts kurdes susceptibles de venir contribuer à la défense de la ville. Et deux, elle laissait passer les équipements, ça c'est certain, et probablement des combattants, venant renforcer les forces de l'État islamique. Donc là, il y a eu quelques semaines où vraiment la question du sens de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN se posait. Alors, elle ne se pose plus, peut-être, certainement même, puisque les combattants kurdes irakiens, Peshmerga, ont fini par passer, ont contribué à la reprise de la ville, que les complaisances d'Erdogan vis-à-vis de Daesh, semble-t-il, ont cessé, peut-être parce qu'il a compris qu'il jouait avec le feu, peut-être parce qu'il a compris, comme d'autres pays de la région au sens large, qu'il y avait là un golem avec lequel il ne fallait pas trop s'amuser, une espèce de
monstres qui étaient en train d'échapper à ces créateurs. Voilà. Mais il y a là une vraie question. À quelle alliance militaire appartient la Turquie? Quel est son véritable jeu? Quels sont ses intérêts? Ça, c'est des questions que, si j'étais en charge de la diplomatie d'un grand pays, c'est des questions que je regarderais d'extrêmement près. Si vous êtes seul contre tous en tant que philosophe, si vous êtes seul contre l'opinion des Français, j'aimerais savoir comment vous pouvez alors vous attribuer le mérite de l'intervention en Libye, par exemple. Moi, je ne m'attribue rien. Je ne m'attribue rien. J'ai été d'avis qu'il fallait intervenir en Libye. J'ai amené dans le bureau du président Sarkozy les 3 premiers dirigeants du Conseil national de transition reconnus par la France. J'ai ramené dans le bureau du président Sarkozy les combattants d'une ville assiégée et martyre qui était la ville de Misrata. À partir de là, je laisse chacun à ses interprétations. Ce qui s'est passé dans l'esprit du président de la République de l'époque, j'ai raconté, moi, ce que j'en sais. J'en ai fait un livre, encore une fois. Après, à vous d'interpréter comme vous voudrez. Moi, je ne m'attribue rien. Moi, je dis ce que j'ai fait pendant cette guerre de Libye, ce que j'ai fait et que je m'honore d'avoir fait. Voilà. J'ajoute enfin que être minoritaire ou être majoritaire n'a rien à voir avec ça. C'est Enfin, il y a en tout cas un grand penseur qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui a écrit tout un livre, ou une majeure partie d'un livre, qui s'appelle « Difficile liberté », où il explique à quel point il est absurde et même criminel de penser que la vérité marche sur les pas de la victoire, que avoir raison, c'est gagner, que avoir raison, c'est l'emporter. Voilà. La moitié de Difficile Liberté est consacrée à ce thème, c'est-à-dire à la critique de la philosophie qui croit ce que vous semblez penser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le vrai quand on est minoritaire, ou que dire le vrai, ça veut dire être majoritaire. C'est la philosophie de Hegel. L'hegelianisme, c'est la philosophie qui pense que le vrai marche dans les pas des armées, que l'exactitude va avec la réussite, et que on ne peut pas avoir raison contre la majorité de ses contemporains. Toute l'histoire de la pensée prouve le contraire. Toute la meilleure histoire de la pensée. Oui, bonsoir. Si je vous ai bien suivi, vous considérez que la France est aujourd'hui l'un des rares pays en mesure de porter un discours universaliste sur la démocratie, les droits de l'homme, les grandes valeurs, les principes essentiels. D'abord, est-ce que ce n'est pas d'une insupportable prétention de se considérer comme le dépositaire du camp du bien? Peut-être que vu de Chine ou vu d'Inde, les valeurs essentielles ne sont pas les mêmes. Sont-elles pour autant inférieures aux nôtres? Et deuxième question, est-ce qu'on est crédible à porter un tel discours quand on s'allie avec des pays qui soutiennent l'islamisme le plus radical? Moi, je ne dis pas que la France est le seul pays capable de le faire. Tout pays est habilité à tenir un discours à prétention universelle. Je dis que la France est l'un des rares pays à le faire. C'est un des rares pays à le faire. Je n'ai pas entendu, depuis 30 ans, les dirigeants chinois tenir un discours à vocation universelle. Je n'ai pas entendu les dirigeants indiens. Je ne dis pas qu'ils seraient infondés à le faire. Je ne dis pas que je ne serais pas attentif, mais enfin, je ne les ai pas entendus depuis 20 ans tenir un discours de cette nature-là. Voilà, c'est tout. Après, est-ce que c'est d'une grande prétention? Ça dépend comment on le fait. Ça peut être même pire qu'une grande prétention. Ça peut être il
il y a toute une tradition, dans l'histoire des nationalismes, il y a toute une tradition qui est la tradition du romantisme politique, qui est riche du pire, c'est-à-dire la tradition de la nation élue. Là, par exemple, voilà un type de discours universalisant, fondé sur l'idée que la nation qui le porte est une nation choisie, qui est appelée dans l'économie du monde ou dans un plan providentiel à jouer un rôle essentiel. Et ça, c'est la matrice de choses épouvantables. Des nations élues, il y en a eu des grandes, il y en a eu des petites, et ça a toujours été une catastrophe. Donc il y a un milieu à tenir entre l'indifférence absolue au sort du monde. Je pense, vous parlez de la Chine, hein, c'est pas moi qui... Mais c'est le cas. Il n'y a pas de parole politique chinoise aujourd'hui. Il y en a eu une autre fois. Je ne pense pas qu'elle allait pour le meilleur de l'humanité. Alors, il y a l'indifférence qui est des Chinois d'aujourd'hui. Il y a l'idée qu'on est que l'on est appelé à jouer un rôle dans l'économie du monde, un rôle princeps. C'était la Chine d'autrefois, qui se voyait comme la capitale de la révolution mondiale, qui se voyait comme l'épicentre d'une zone des tempêtes qui allait submerger le monde entier. C'était catastrophique aussi. Puis il y a juste l'idée que appartenir à une nation ne vous enferme pas dans les frontières d'une souveraineté, ne vous exempte pas de votre devoir d'hospitalité vis-à-vis d'autrui, ou de votre devoir de protection vis-à-vis d'un autre autrui, ou d'un devoir de parole, tout simplement, à l'endroit du monde. Le souci du monde, c'est le contraire d'un côté de l'indifférence, de l'enfermement et du cloisonnement, et c'est l'envers du romantisme de la nation élue de l'autre côté. Qu'elle soit élue par un décret divin, qu'elle soit élue par un décret de l'histoire, qu'elle soit élue au regard de la Révolution, au regard de ce que vous voudrez. Voilà. Il y a trois attitudes. Il y a l'indifférence, il y a le romantisme de l'élection, et puis il y a la parole universelle que quelques pays, dont la France, c'est pas la seule, dont là, il y a quelques pays qui tiennent cette ligne de crête fragile. Parfois pas très bien. À l'époque où la France était une puissance coloniale, par exemple, il y avait un discours universalisant qui allait dans le sens de ce romantisme nationaliste dont je parlais à l'instant. J'étais pas en âge, mais je n'aurais certainement pas adhéré à cet universalisme-là. Voilà. Et puis, il y a le discours d'aujourd'hui qui me semble du général de Gaulle au président de la République actuelle, à travers la plupart de ceux qui se sont succédés. La France tient à peu près ce rôle-là. Voilà. Merci. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, mais je prendrai une dernière question. Et je m'excuse d'avance pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, également pour nos amis des régions. J'ai une trentaine de questions. Malheureusement, je ne peux pas donner la parole à tout le monde. Alors, la dernière question pour madame. S'il vous plaît, pour sortir, si vous pouviez emprunter la sortie derrière. Merci. Est-ce qu'on peut revenir une seconde à la question des pays arabes et des solutions pour sortir du chaos? Est-ce que vous avez évoqué la possibilité d'espérer des démocraties fortes, n'est-ce pas? Alors, est-ce que dans des pays qui présentent les trois caractéristiques suivantes, on peut avoir cet espoir? Première caractéristique, c'est que des religions qui n'acceptent pas la séparation entre l'Église et l'État, n'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. On le voit, par exemple, la démocratie en Irak a donné le pouvoir aux chiites. C'était très clair. Deuxième caractéristique, ce sont encore des régions tribales. On le voit bien, n'est-ce pas, en particulier en Libye. C'est très clair aussi. Et troisième caractéristique, les frontières sont des frontières qui nous viennent des royaumes colonisateurs ou du pouvoir colonisateur. Et elles ne correspondent ni aux ethnies, ni aux tribus, ni aux religions. Est-ce qu'avec ces trois caractéristiques, ça n'est pas absolument illusoire d'espérer construire des démocraties fortes à moyen terme? Bien sûr, mais construire des démocraties fortes, cela veut dire séparer les églises, enfin
l'espace des croyances et l'espace de la loi. Construire des démocraties fortes, cela veut dire donner à penser à chacun qu'il a une dimension en lui qui s'appelle la dimension citoyenne et qui doit transcender ou excéder son appartenance communautaire élémentaire. Construire des démocraties, cela veut dire probablement, oui, aller vers des réaménagements de l'espace politique, donc géographique, donc des frontières dont vous parliez, évidemment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie, ça n'est pas un fiat lux, ça n'est pas une décision, ça n'est pas une lumière qui tombe comme ça sur le monde. La démocratie, c'est un travail, c'est une dialectique extraordinairement complexe. C'est pas juste le droit de vote, la démocratie. La démocratie, c'est une définition de l'espace. C'est une définition de la volonté populaire. C'est une question c'est une hypothèse sur le rapport des hommes et des femmes, par exemple. Vous auriez pu l'ajouter. On ne peut pas imaginer une démocratie dans des sociétés où les femmes sont reléguées au second plan. Et c'est même pas que ces démocraties seraient incomplètes, c'est qu'elles ne seraient pas du tout démocratiques. Et ainsi de suite. Donc la démocratie ou les droits de l'homme, c'est pas un slogan, c'est pas un catalogue de mesures, c'est une vision du monde entière. C'est toute une philosophie. Ben oui, donc naturellement, donc ça prend du temps. Mais c'est pas parce que ça prend du temps, c'est pas parce que tel ou tel pays n'est qu'au balbutiement de cette parole démocratique qu'il faut le condamner à être bâillonné jusqu'à la nuit des temps. D'abord parce que c'est injuste, ensuite parce que ça n'est pas sa volonté et que de toute façon on n'y peut rien, et puis enfin parce que je suis convaincu que les conséquences seraient encore plus cataclysmiques. La démocratie peut connaître des soubresauts catastrophiques, ça c'est bien sûr l'invention d'une démocratie. Ses détours, ses ruses, son avancée en crabe, c'est pas un chemin de rose. Il faut être en effet un hégélien béat pour croire qu'on va, et encore d'ailleurs. Donc ça n'est pas un chemin de rose. En revanche, la fermeture du chemin, l'interdiction du processus, le couvercle mis sur les aspirations ou les contradictions d'une société, c'est-à-dire le despotisme comme solution à toutes les questions que nous posons, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une solution provisoire, mais qui, lorsqu'elle ne fonctionne plus, a des effets absolument dévastateurs. Lorsque ça éclate, c'est terrible. Donc voilà, donc je crois qu'il y a en effet des régions du monde où le retard démocratique est considérable. Ben voilà, ainsi va l'histoire de l'humanité. Mais est-ce qu'on peut les condamner à rester étrangères à jamais à l'espérance démocratique? Naturellement non. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy pour cette non-conférence finalement. Merci à toute la salle et je vous donne rendez-vous à peu près dans un mois et nous aurons Dominique Moisy. Merci.